C'est une véritable sensation. Volodymyr Zelensky a surpassé Moscou, Poutine est muselé, Moscou a un nouveau maître. Désormais, Kiev décide du sort du défilé. Quelque chose de terrible arrive. Les gardiens de l'homme du bunker s'apprêtent à achever leur chef et ne cachent plus leurs ambitions. Les Russes ne mâchent pas leurs mots. Vous devez entendre cela. Le triomphe de l'Ukraine. Les plus hauts généraux américains ont annoncé notre victoire. L'accord final a déjà retenti. Des attaques comme le monde n'en a jamais vu. Washington a décidé de faire pression sur le Kremlin, de nouvelles armes à longue portée pour les forces ukrainiennes. Ces monstres forceront la Russie à s'incliner pour toujours. Poutine devrait avoir peur. Un ami d'Europe, venant non pour féliciter mais pour une mission secrète, ne manquez pas ça. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Urgent, Zelensky a finalement réussi. Poutine s'est tiré une balle dans le pied. L'atmosphère à Moscou devient de plus en plus tendue. Défense aérienne renforcée, restrictions, annulations et tensions constantes. La capitale russe entre dans une période sans précédent depuis longtemps. Au lieu de montrer du calme, le Kremlin a obtenu l'effet inverse. Poutine tente secrètement d'obtenir l'accord de Kiev pour son défilé. Maintenant, Zelensky décide du sort du Kremlin. Le pire cauchemar du dictateur s'est-il réalisé? Regardons. La trêve est annulée. La question est très sérieuse. Alors que le Kremlin demande 2 jours de silence, les 8 et 9 mai pour son défilé sans blindés, l'Ukraine a fait une contre-proposition. À ce jour, aucune demande officielle n'a été adressée à l'Ukraine concernant les modalités d'une trêve évoquée sur les réseaux sociaux russes. Nous estimons que la vie humaine est une valeur infiniment plus précieuse que la célébration d'un quelconque anniversaire. Par conséquent, nous déclarons un cessez-le-feu à partir de 0h00 dans la nuit du 5 au 6 mai. D'ici là, il est possible d'instaurer le calme. Nous agirons de manière réciproque à partir du moment indiqué. Il est temps pour les dirigeants russes de mettre fin à leur guerre, puisque leur ministère de la Défense admet ne pas pouvoir défiler sans l'accord de l'Ukraine. Mais au lieu d'arrêter les massacres, le régime de Poutine, lui, a choisi de répondre, une fois de plus, par des menaces, encore et toujours. En cas de tentative, même minime, du régime de Kiev de mettre en œuvre ses plans criminels pour saboter le 81e anniversaire de la victoire, les forces russes procéderont alors à une frappe massive et déterminée contre le centre de Kiev. Nous avertissons les civils de Kiev et les diplomates étrangers de la nécessité de quitter la ville à temps. Et au lieu du silence, une frappe cynique sur des enfants. La Russie a une fois de plus violé la trêve et a frappé notamment une école maternelle dans la ville de Soumy. Le ciel, regardez le ciel, le soleil. Au total, durant la nuit, l'État terroriste a lancé 3 missiles et plus de 100 drones d'attaque sur l'Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, il s'agit de missiles balistiques Iskander-M et d'un missile guidé Kh-31. Moscou a de nouveau ignoré l'appel réaliste et juste à la cessation des hostilités soutenues par d'autres États et organisations internationales. Cela montre que la Russie rejette la paix et ses appels fallacieux au cessez-le-feu du 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne s'intéresse qu'aux défilés militaires, pas aux vies humaines. Poutine craint pour son défilé, il a donc activé sa machine d'information et décidé, via le ministère de la Défense, de menacer officiellement Kiev de frappe. Un vrai débile. Il aurait pu accepter une trêve et ainsi protéger les célébrations de sa propre folie de la victoire. Ainsi, aujourd'hui, Poutine a confirmé une fois de plus, surtout après cette nuit, qu'il n'a proposé aucune paix, qu'il n'a parlé d'aucune trêve, mais qu'il demande qu'on lui permette de ne pas avoir l'air idiot le 9 mai. C'est tout, rien de plus. Mais si auparavant les Alliés limitaient la capacité de Kiev à riposter, l'Ukraine dispose désormais de son propre outil, capable d'atteindre presque n'importe quel recoin des invincibles. Tout brûle, les gars, c'est une putain de catastrophe. On nous tue tous les jours. Ils nous l'ont mise tellement profond que c'est juste. C'est un bordel sans nom. Qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez, ça suffit. Les gars, c'est fini, merde. À quel point vous êtes déconnectés, putain. Les gens pètent les plombs, le front hallucine. Les gars, pètent les plombs. Vous avez tout détruit. La foi des gens, la foi dans le gouvernement, dans le pouvoir, bordel.
C'est le bordel, les gars, dans le pays. Ou alors ils se sont déjà mis d'accord, ceux qui sont allés au Capitole pour filmer là-bas. Oh, j'en peux plus, c'est juste un bordel total. Je ne sais pas comment appeler cette merde. Arrêtez de tracer des lignes rouges bidons. Vous portez tous des couches, on a compris que vous vous étiez chié dessus. Redescendez sur terre, putain, arrêtez de fumer. Et ce n'est que le début. Laissez la place aux jeunes, aux gazonnettes, aux commandants intègres. Pas ceux qui envoient à la boucherie, qui tuent, qui s'annulent. C'est quoi ce mot? Ils nous détruisent, putain. Il y a des gars morts dans chaque village maintenant. Qu'est-ce que vous faites, bordel, à la patrie? Ce Maxout, les jeunes le détestent déjà, putain. Il veut vendre Internet. Voilà les ennemis du peuple, putain. Voilà les connards qui bossent pour cette foutue 5e colonne. Allez vous faire foutre, putain. Allez tous vous faire voir, bande de chiens. Si on t'avait enterré sous le ciment depuis longtemps, tu serais déjà crevé. Selon Bloomberg, plus de 70% du territoire de la Fédération de Russie se trouve à portée potentielle des drones ukrainiens à longue portée. Il s'agit de frappes à une distance de plus de 1500 km. Tout ce qui arrive à la Russie en ce moment montre que ce pays devient ce qu'il aurait toujours dû être. Révolution de choc en Russie. Même ce qu'il voulait cacher a refait surface. Agonie au Kremlin. L'anesthésie militaire ne fonctionne plus. Les Russes déchirent le dictateur en morceaux. Poutine s'apprête à quitter son fauteuil. Quel revirement inattendu. Le FSB entre en force. On sait maintenant qui sera le nouveau chef du Kremlin? L'homme du bunker n'y survivra pas. Pour la suite, vous devez l'entendre en premier. La cote de Poutine est au plus bas depuis le début de son opération militaire spéciale. Eh bien, un sentiment d'horreur. Le centre de la Russie. Et ça nous a atteints. Il n'y a plus de confiance envers le régime de Poutine. Au sommet de Poutine en 2015, cette question ouverte donnait 71%, c'est-à-dire 71% à l'époque. Et maintenant, nous voyons 29. Sentez la différence, comme on dit. Les élections sont dans 6 mois et la cote chute pour la 9e semaine consécutive. La Russie n'a pas vu un niveau aussi bas depuis 2018, lors de la réforme des retraites. Plusieurs services sociologiques russes à la fois. Du FOM travaillant avec le Kremlin au Centre d'État pan-russe, d'études de l'opinion publique, et au Centre Levada indépendant ont noté une chute du soutien au dictateur. Pourquoi font-ils ça? Comme je l'ai dit, l'administration présidentielle leur a dit que c'était possible ou même nécessaire. Pourquoi ont-ils dit ça? J'ai une hypothèse. Actuellement, selon de nombreuses données, indirectes ou même des fuites directes, il y a un conflit entre le FSB, représenté surtout par son second service politique, et l'administration présidentielle représentée par Kirienko. En un an, moins 12,2 points. Depuis début mars, encore moins 7,9. Même la mobilisation de 2022 n'avait pas causé un tel effondrement. Le Kremlin comprend que les objectifs sont inatteignables et qu'ils changent, mais on ne peut pas le dire directement. C'est le premier point. Et deuxièmement, le Kremlin comprend sûrement aussi, ils ont leur propre service sociologique. Ils ont pour cela le FSO, le service de protection qui a toujours mené des sondages sociologiques secrets. Ils comprennent que la cote baisse. Fin avril, la cote est tombée à 65,5%. Et les chiffres réels pourraient être bien plus bas. Pour tout mot imprudent, on peut vous coller un article sur la discréditation de l'armée russe, dire à un inconnu qu'il soit du VT SIOM ou déjà du FSB qui vous demande « Faites-vous confiance à Poutine ?» dire « Je ne lui fais pas confiance ». Les opposants ont peur et les partisans, dans une telle société totalitaire, enfin presque totalitaire, ils aiment montrer leur loyauté, qu'ils aiment Poutine, qu'ils sont pour la guerre, voilà, pour faire leur rapport, oui, se mettre au garde à vous. Ils ne comprennent pas vraiment le citoyen moyen, ce que sont les sociologues, ce qu'est la sociologie. Alors on vous demande, faites-vous confiance à Poutine? Bien sûr que oui, évidemment, mais celui qui n'est pas d'accord, il y réfléchira à 2 fois avant de répondre qu'il n'a pas confiance. Et juste avant le défilé, le Centre de recherche sur l'opinion publique n'a pas publié le classement hebdomadaire du président de la Fédération de Russie. L'an dernier, il l'avait publié même le 9 mai, malgré le jour férié.
À l'époque, les sociologues estimaient l'approbation du président à 78,3%. Mais la Fondation de l'opinion publique, contrairement au centre de recherche, a noté une baisse de la cote du vieux à 73% ce week-end. Pour la FOM aussi, d'ailleurs, c'est plutôt normal. Par contre, pour la FOM, pour la première fois depuis quand exactement ? Depuis l'invasion de la région de Koursk en 2024, la courbe d'anxiété a dépassé celle du calme selon leur célèbre indice d'anxiété ambiante. Quel a été le déclic pour les Russes ? Pourquoi ont-ils soudainement cessé de faire confiance à Poutine ? Bien sûr, mon sentiment de sécurité, il est déjà là, juste là, avec des moments aussi, oui, intéressants. Et le fait que... Aucune sirène, aucune alerte, l'état d'urgence n'est pas déclaré, rien ne se passe, comme si tout était normal. Bien sûr, le sujet principal a été le blocage d'Internet et de Telegram. Comment allez-vous vivre sans Internet mobile ? C'est triste. C'est triste, on va pleurer dans notre coin. Allez-vous chercher d'autres moyens de communication ou devrez-vous vous y résigner ? Si on dit qu'on va le faire, un fourgon de police va débouler du coin de la rue, nous arrêter et nous emmener dans des endroits sombres. Alors on va dire qu'on ne le fera pas, on va juste s'y résigner. Mais la situation du pays ne pouvait pas changer seulement à cause de ces facteurs. C'est très cher. Y a-t-il un espoir que les prix reviennent à la normale ? Je l'espère, mais ça prendra des années, c'est évident, pas tout d'un coup. Le pouvoir doit changer, en tout cas, c'est certain. Le problème est plus profond. Interdiction, stagnation économique, hausse des prix et le sentiment que ça n'ira pas mieux. Poutine a acculé le pays avec la guerre, et c'est effectivement le cas. L'opinion publique est d'abord fatiguée de la guerre, et le plus important à cet égard, c'est que l'anesthésie militaire a cessé de fonctionner. Avant, on avait l'impression que, eh bien, oui, c'est une guerre difficile, il faut s'unir, surmonter les difficultés temporaires, comme Poutine essaye de l'expliquer maintenant, que les difficultés sont temporaires, mais que la Russie est éternelle. Il semble que les difficultés soient devenues permanentes, la situation, elle s'accentue, et des doutes surgissent quant au fait que la Russie de Poutine soit vraiment éternelle. Hausse des prix, récession économique, chute de l'industrie. L'atmosphère du pays a aussi été affectée par les attaques de drones ukrainiens. Au cœur du territoire. Les Russes commencent à réaliser que Poutine ne peut pas les protéger à 1000 km de la frontière. Et ainsi, jour après jour, toute la puissance de Poutine s'effondre. Avez-vous le désir, ou ce désir a-t-il grandi que l'opération spéciale se termine au plus vite ? Mais il aurait fallu en finir dès les premières années. Dès la première année, même dès le tout premier mois, honnêtement, je dirais qu'il fallait, à mon avis, arrêter. Et plus ça s'éternise, plus tout cela va empirer. Même dans les territoires temporairement occupés, les rares personnes qui se réjouissaient de l'arrivée des petits hommes verts ont compris que tout n'était qu'une farce. J'ai cru Poutine quand il disait qu'on vivrait comme en Union soviétique. En 2022, c'était le cas. L'électricité et l'eau étaient gratuites. On nous donnait 1 tonne de charbon, gratuitement aussi. À l'hôpital, le médecin donnait les médicaments gratuitement. Mais maintenant, il a sans doute oublié ses promesses. Non seulement on paye tout 3 fois plus cher, mais en plus, avec les amendes, ils nous font peur à chaque pas. Poutine nous a tout donné à crédit et maintenant, on doit payer le prix fort pour cette année de retour en Union soviétique. Tous ces mécontentements forment un tableau d'ensemble. Et même si ce n'est pas brutal mais progressif, cela change tout de même l'humeur de la société. Ça fait très longtemps que je veux que tout ça s'arrête, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment intense, encore plus fort qu'avant. Avant, la menace semblait hors de portée, lointaine. Maintenant, elle est devenue... Oui, c'est la réalité maintenant, et si tout empirait d'un coup, j'ai vraiment peur. C'est très proche, oui. Mais à quelles conditions ? C'est-à-dire n'importe quelles conditions ou comment ? N'importe lesquelles. L'essentiel, c'est la paix, un ciel paisible au-dessus de nos têtes. Oui. La situation au front n'est pas aussi rose que ce que rapportent les chaînes fédérales. La vérité est que la Russie a perdu 116 km² en avril. Il s'avère que ce n'est pas l'armée russe qui avance, mais l'armée ukrainienne. Les gens ne se bousculent plus non plus pour signer des contrats. Et le ministère de la Défense comprend que le régime est bientôt fini.
Et aussi étrange que cela puisse paraître, Poutine est très soucieux de sa cote de popularité. Il est très soucieux de ses cotes de popularité. On pourrait croire qu'il s'en fiche. C'est un dictateur, un dirigeant autoritaire. Non, il veut que son peuple ne fasse pas que le craindre, comme disait Bonia, mais qu'il l'aime aussi. C'est pourquoi il surveille la confiance qu'on lui porte, ses sondages. Et voilà qu'on lui présente des chiffres réels, mauvais, des cotes en baisse, pour qu'il voit ces chiffres dans ses dossiers et dise « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici au juste ?» Le dictateur du bunker n'inspire plus confiance aux siens. Et il doit de toute urgence redresser la situation. Et il comprend que le pouvoir et la popularité sont sa force. C'est-à-dire que plus vous êtes populaire, moins vous avez besoin du fouet, des siloviki. Tant que Poutine était vraiment populaire, les siloviki n'étaient pour lui qu'un outil de pouvoir auxiliaire, il dépendait entièrement de lui. Maintenant, la dépendance est réciproque. Ils dépendent de lui, il dépend d'eux, car ils sont désormais le principal instrument du pouvoir. Sans eux, il ne tiendra pas longtemps. Eh bien, Poutine ne pourra sans doute plus faire remonter sa cote, car le peuple a beaucoup de questions à lui poser. Et ses assistants finiront par mener la Russie à sa perte. Sensation. Les généraux américains applaudissent debout. Les forces de défense ukrainiennes ont brisé la défense anti-aérienne russe d'un coup de poing. Des régions entières sont désormais à nu. Une honte que Moscou n'avait jamais connue. Drones et missiles pénètrent sans obstacle. Pendant qu'à la télé on vante l'absence d'équivalent, la défense russe opère de plus en plus en mode « quelque chose est passé, cherchons les coupables ». La question n'est plus de savoir si ça va toucher, mais ce qu'ils n'ont pas pu protéger cette fois. Vous devez voir ça de vos propres yeux. Le défilé victorieux de Poutine pour le 9 mai est menacé d'annulation. Il y a peu, la Russie se vantait d'avoir l'une des meilleures défenses antiaériennes au monde. S-400, Pantsir, une défense multicouche autour des villes clés. Mais déjà, ce système montre de plus en plus de failles. C'est ce que rapporte le magazine Forbes. Les drones ukrainiens percent régulièrement la défense et frappent des cibles au cœur de la Russie. Des bases militaires aux raffineries et même des zones proches de Moscou. Rien qu'en avril 2026, plus de 400 frappes à longue portée. Et ce ne sont pas des attaques au hasard, mais une campagne systématique. À ce jour, la Russie est considérée comme étant réellement et considérablement affaiblie dans sa capacité à fermer et à sécuriser la majeure partie de son espace aérien national. Donald Hill, ancien officier américain et analyste militaire, a déclaré que les frappes ukrainiennes sont plus précises, fréquentes et mieux planifiées. L'Ukraine utilise les données de localisation de la défense antiaérienne russe et frappe là où elle est la plus vulnérable. Résultat, des percées même à travers plusieurs échelons de défense. Le problème de la Russie n'est pas seulement la percée de sa défense. La Russie perd ses systèmes eux-mêmes, complexes anti-aériens, radars. Les postes de commandement sont régulièrement détruits par les frappes. La 5e année de guerre totale contre l'Ukraine a épuisé au maximum la défense russe. Les moyens de riposte manquent. Système de missiles, système de canons anti-aériens, stations radars, etc. À cela s'ajoute un autre problème critique. La pénurie de missiles, surtout pour l'OSA et le Pantsir. Sans missiles supplémentaires, même le système le plus moderne devient aveugle. Un autre point faible est la coordination. Une défense efficace, ce sont les missiles, mais aussi la détection, le contrôle et la réaction rapide. Et c'est précisément là que la Russie a de graves problèmes. Sans un système intégré unique, même des moyens massifs ne donnent aucun résultat. Dans ce contexte, l'Ukraine change les règles du jeu. Les drones attaquent non seulement le front, mais aussi l'arrière profond à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Les frappes sur les avions, bases, raffineries, logistiques, même des cibles à 1500 ou 1700 km ne sont plus inaccessibles. La Russie perd de fait la notion de « une arrière-garde sûre ». De petits îlots de défense anti-aérienne échelonnés qui subsistent sur le vaste territoire de la Fédération de Russie. C'est avant tout Moscou et sa région, c'est aussi par exemple la péninsule de Crimée, temporairement occupée, et des zones spécifiques où sont concentrés des complexes d'importance stratégique et des entreprises militaro-industrielles.
Dans l'ensemble, cela représente une surface d'espace aérien insignifiante et, comme le montre l'exemple, même une défense aussi dense qu'à Moscou ne parvient pas à faire face. Un indicateur distinct est la situation autour de Moscou. Malgré une défense puissante, des frappes sont enregistrées même dans cette région. Et cela a un effet non seulement militaire, mais aussi politique. Le défilé du 9 mai est un événement clé pour le Kremlin. Mais cette année, même son format est remis en question. Certains suggèrent qu'il pourrait se dérouler sans équipement militaire par crainte d'attaque. La réaction des autorités russes est révélatrice. Internet mobile limité, sécurité renforcée dans les grandes villes. Les dirigeants militaro-politiques russes ont conscience que garantir une sécurité totale pour le 9 mai est tout simplement impossible, même dans la capitale. C'est pourquoi ils tentent maintenant d'imposer de manière ultime une sorte de trêve de mai à l'Ukraine, tout en s'adressant officieusement à la partie ukrainienne sans passer par les canaux diplomatiques habituels, mais en essayant de faire pression sur l'Ukraine via Donald Trump. La stratégie ukrainienne est à long terme. Pas une seule frappe, mais une pression constante. La défense antiaérienne russe, censée garantir la sécurité, devient un point faible. Et pendant que le Kremlin tente de le cacher, la réalité est tout autre. Le ciel au-dessus de la Russie devient de moins en moins contrôlé. C'est une véritable percée pour les nôtres. Les États-Unis ont donné le feu vert. Une méga arme pour les forces ukrainiennes, une nouvelle réalité qui donne la fièvre à Poutine. Tout a basculé en une seconde, les avertissements sont terminés. Washington fournit des armes à longue portée. Trump s'est définitivement rangé du côté de Zelensky. Kiev a réussi. Le pont diplomatique s'est renforcé. Que va-t-il se passer ensuite et les légendaires Tomahawks seront-ils livrés? Regardons. Les États-Unis ont approuvé la vente à l'Ukraine de munitions à portée étendue pour près de 400 millions de dollars. La décision de déblocage a été prise suite aux critiques de sénateurs américains. Ils accusaient le Pentagone de faire traîner le processus et de manquer d'explications. La vente proposée améliorera les capacités de l'Ukraine à contrer les menaces actuelles et futures en la dotant de moyens d'autodéfense et de sécurité régionale grâce à un système de défense antiaérienne plus puissant. L'Ukraine intégrera facilement ses biens et services dans ses forces armées. Département d'État. La vente de ces bombes a été approuvée par le Congrès, mais bloquée au niveau du Pentagone. Ce blocage est levé et les bombes américaines ainsi que leurs composants arriveront bientôt en Ukraine. Le JDAM est un kit d'équipement spécial installé sur des bombes à chute libre pour en faire des munitions guidées. L'Ukraine achète plus de 1500 de ces empennages. Ces blocs de queue intègrent des systèmes inertiels et des récepteurs GPS pour diriger la bombe. Un contrepoids au câble russe, mais en version américaine, la bombe peut être pilotée. C'est une munition très importante pour nous aujourd'hui, vu les nouvelles et les vidéos. Cela vient de nos unités du renseignement militaire ainsi que du centre des opérations spéciales du SBU. Ces derniers mois, nous avons adopté un rythme particulièrement soutenu, à tel point que nous parvenons à détruire de nombreux systèmes anti-aériens ainsi que des radars dans la zone occupée. Les KB sont une grande menace pour nous, mais aujourd'hui elles le sont aussi pour les Russes. Et justement, avec ce paquet de munitions, ces bombes de divers types, dont celle à portée étendue, JDAM-ER. La commande inclut également la maintenance essentielle des JDAM, les pièces de rechange, les consommables, le support technique ainsi que les logiciels. Récemment, l'Ukraine recevait l'aide militaire US via le programme USAI, Initiative d'assistance à la sécurité. Elle a été lancée sous la présidence de Joe Biden. Elle permettait au Pentagone de contracter des entreprises pour produire des armes pour l'armée ukrainienne. Hélas, le projet de budget de la défense US pour 2025 ne prévoit pas d'aide pour l'Ukraine. Et ce, alors que le budget de la défense US sera record l'an prochain. Le chef financier par intérim du Pentagone, Joel Hurst, a confirmé l'absence de financement du programme dans le nouveau budget. Oui, c'est exact. Il n'y a pas de financement dans ce budget. Pour l'USAI, Joel Hurst, responsable financier par intérim du Pentagone. Selon l'administration actuelle, les pays de l'Union européenne ont assez de ressources pour assumer la majeure partie des dépenses militaires de l'Ukraine face à la Russie.
Mais au moins cette année, ces bombes guidées si nécessaires à notre front, nous les recevrons et c'est déjà beaucoup. Urgent. Fico a brusquement changé de position au dernier moment. Cette déclaration fracassante a déjà suscité de vifs débats au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre slovaque a officiellement confirmé qu'il se rendait à Moscou pour rencontrer Poutine. Cependant, l'intrigue principale réside ailleurs. Il ne sera finalement pas présent au défilé. C'est un choc total. Dans les coulisses politiques, les discussions sensationnelles vont bon train. S'agit-il d'une tentative d'équilibre entre Bruxelles et le Kremlin ou d'un jeu politique plus complexe? Ne manquez pas la suite. Une vieille amitié serait-elle en train de se fissurer? Et Poutine est-il en train de perdre ses alliés clés? Il y a quelques jours à peine, le Premier ministre slovaque Robert Fico a inquiété son vieil ami, le dictateur russe Poutine. Après une rencontre surprise avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Erevan, Fico a annoncé qu'il se rendrait à Moscou le 9 mai pour rencontrer le dictateur russe Vladimir Poutine. Mais il ne participera pas pour autant au défilé militaire commémorant le jour de la victoire. Il a indiqué qu'il prévoyait seulement de déposer des fleurs au monument du soldat inconnu. Concernant la visite à Moscou, encore une fois, il n'y a pas de rhétorique plus agressive ici. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ira, qu'il verra Poutine, mais qu'il ne participera pas au défilé. Je déposerai des fleurs sur la tombe du soldat inconnu de l'armée rouge pour remercier de la libération au nom des Slovaques. Et j'ai prévu une brève rencontre avec le président Poutine. C'est tout. Je n'irai à aucun défilé militaire. Dans le même temps, Fico a défendu sa décision de se rendre en Russie, décision que la Commission européenne avait condamnée. Je ne me laisserai pas acculer dans une situation où j'aurai des remords de conscience. Je rencontre Poutine, tout le monde me critique. Mais quand je reviens de le voir dans les couloirs de Bruxelles, aux toilettes, tout le monde me demande ce qu'il a dit. Pourtant, la semaine dernière encore, l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, assurait que le Premier ministre slovaque serait au défilé du 9 mai. Ushakov a confirmé que Fico, parmi d'autres invités étrangers, assisterait au défilé de la victoire à Moscou. Le politologue Petro Olechchuk est convaincu que ce n'est probablement pas Fico qui a changé ses plans, mais le Kremlin lui-même. À part Fico, personne d'autre ne comptait se rendre à Moscou à ce moment-là. Je suppose que le Kremlin lui-même ne voulait pas vraiment que Fico soit présent au défilé, car, cela paraîtrait étrange. L'année dernière, il y avait un grand nombre de dirigeants mondiaux divers, notamment avec le dirigeant chinois, et aujourd'hui, il n'y a que Fico. Et alors, qu'est-ce que cela est censé démontrer? Une chute d'autorité et de prestige. Et Fico lui-même n'avait pas vraiment envie d'assister à ce défilé. Il est bien conscient des menaces liées à la tenue de ce défilé et de la crainte des dirigeants russes pour sa sécurité. Évidemment, Fico n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, Fico essaie de ménager la chèvre et le chou, après l'affaiblissement des positions de son allié Viktor Orban en Hongrie. Fico se retrouve manifestement aujourd'hui dans une situation assez particulière où il est perçu par tous comme le dirigeant européen le plus pro-russe. Et il n'est probablement pas très à l'aise dans ce rôle, parce qu'auparavant c'est Orban qui essuyait tous les plâtres en multipliant les déclarations pro-russes et Fico se contentait de se joindre à lui. Ainsi, il n'était pas en première ligne tout en bénéficiant de certains avantages de la part de la Russie. Mais c'est Orban qui encaissait les coups principaux et c'était très confortable pour Fico. Dans le même temps, les analystes notent les tentatives de Fico d'adopter une politique plus modérée. Parce qu'il veut, pour être tout à fait clair, simplement faire des affaires avec les Russes et évidemment essayer d'obtenir d'eux des avantages, des privilèges et des préférences. Tout cela dans le but de servir ses propres intérêts. Mais il ne veut absolument pas attirer toute l'attention des détracteurs et de ceux qui n'aiment ni Poutine ni la Russie. C'est pourquoi il essaie de manœuvrer. Au moins pour un temps, sa rhétorique deviendra moins radicale et il fera moins de déclarations ouvertement pro-russes en attendant de voir comment la situation évoluera par la suite. Il est intéressant de noter que Fico a changé de position et de rhétorique non seulement sur le défilé, mais aussi envers l'Ukraine. Récemment, il a fait plusieurs déclarations qui ne sont pas anti-ukrainiennes, mais au contraire plutôt bienveillantes envers l'Ukraine. En particulier, il ne s'oppose plus à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pourtant, Fico ne change pas du tout, il reste le politicien pro-russe sans principe qu'il a toujours été. Mais il a toujours été plus prudent, d'autant plus qu'il voit très bien le sort réservé à Orban. Il comprend que son avenir politique pourrait également être menacé.
On parle beaucoup actuellement du fait que Fico prévoit d'organiser des élections législatives anticipées. Peut-être qu'il ne veut tout simplement pas provoquer trop de scandales sur ces questions en ce moment et souhaite se préparer sereinement aux élections anticipées pour conserver le pouvoir. C'est tout pour le moment. C'était Darina Gutskalo avec vous. Encore plus d'actualités brûlantes dans notre prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. À bientôt.